Hello, everybody, and welcome to CPA Canada's webinar on Bonjour et bienvenue au webinaire de CPA Canada concernant la relance de l'économie canadienne. Je m'appelle Francis Fong et je suis économiste en chef à CPA Canada et je serai votre animateur aujourd'hui. Notre session d'aujourd'hui sera une séance approfondie sur des enjeux auxquels fait face l'économie du Canada à mesure que nous commençons cette relance naissante avec une conversation sur ce que le gouvernement canadien doit faire pour la soutenir. Cependant, en plus de vous apporter ce que je m'attends sera une conversation animée, l'un des objectifs est de vous écouter, vous, nos membres. Nous voulons vos idées, vos pensées sur les mesures que le gouvernement devrait mettre en place pour une relance et une économie durable. Vos perspectives vont aider à donner forme aux commentaires que CPA Canada fera pendant le processus de consultation pré-budget en prévision du prochain budget fédéral. Avant de passer à la présentation en soi, j'ai quelques items administratifs. Ce webinaire est interprété simultanément en français. Si vous cliquez sur le bouton d'interprétation dans la barre d'outils, vous pouvez choisir français pour entendre l'interprète. Pour participer au débat, vous pouvez utiliser la liste de questions et réponses dans la barre d'outils. Si vous cliquez dessous, une fenêtre va apparaître où vous tapez vos questions et commentaires. Plus tard, nos experts et moi allons répondre à vos questions, donc sentez-vous libre de les soumettre à n'importe quel moment si nous disons quelque chose qui vous donne des idées. En plus, veuillez utiliser la même boîte à questions et réponses pour soumettre des idées concernant ce que le gouvernement peut faire pour aider. Nous allons recueillir toutes les entrées de cette liste de questions dans la session. Passons à la prochaine diapo. Cette session en direct est aussi une occasion pour être une partie d'un dialogue continu. Nous vous invitons aussi, vous et d'autres membres, à joindre la conversation concernant la plateforme d'engagement numérique que nous avons. Vous pouvez soumettre vos idées ici aussi pour parler de la relance de l'économie du Canada. Prochaine diapo. Passons aux introductions. Nos experts aujourd'hui sommes nous-mêmes, moi-même plutôt, Linda Nazareth, qui est une économiste et hôte de la balado Work and the Future et chargée de recherche principale à l'Institut Macdonald-Laurier, et Trevin Stratton, qui est économiste en chef et vice-président de politique à la Chambre de commerce du Canada. D'abord, je remercie nos experts pour leur temps et pour bien vouloir offrir leur expertise. Passons à la prochaine diapo. En ce qui concerne comment va avancer l'événement d'aujourd'hui, nous allons commencer avec des commentaires brefs de la part de nous trois, après quoi nous aurons un débat où je poserai des questions à nos experts, avant de passer donc à une session de questions et réponses que vous auriez envoyée via la boîte de questions et réponses. Nous vous invitons aussi à participer à 2 sondages. Le premier va apparaître après nos commentaires d'ouverture et le deuxième après la conversation avec nos experts avant de passer aux réponses et questions ouvertes. Je vais passer peut-être aux commentaires d'ouverture maintenant. Cette récession est incomparable à d'autres récessions le long de l'histoire. La fermeture d'entreprises comme résultat de politiques de santé qui sont conçues pour arrêter la propagation de la COVID-19, quoique nécessaires absolument, ont entraîné une baisse très importante dans l'activité économique et dans les emplois. La baisse du PIB, et on s'attend à ce qu'elle soit 3 fois plus grande qu'en 2018, plutôt 2008-2009, qui à l'époque était un choc de 1 sur 100 ans en fait. Et les pertes d'emplois en mars et avril seules sont 7 fois plus grandes que ce qui s'est passé lors de la dernière récession. Mais à différence de récessions antérieures où on a eu une ascension et une chute du cycle d'affaires, ceci a été propulsé par des politiques dont les impacts sont disproportionnés à travers les secteurs et les gens. 2 de 3 millions d'emplois ont été perdus à la pandémie chez des gens à bas salaire, à faible niveau de compétences, et tandis que quelques industries comme les finances ou les immobiliers ont vu de petites baisses dans le rapport économique, des secteurs tels que l'hébergement et les aliments ou le secteur du loisir ont diminué de presque 40%. Aucun secteur n'a été épargné, mais la douleur n'a pas été sentie de façon égale. Cependant, le fait que les provinces sont en train de mettre en œuvre
une approche par étapes pour la réouverture, et c'est correct de le faire, afin de permettre de plutôt prévenir des vagues supplémentaires d'infection. Cette relance va être, en fait, très allongée. Et le temps est un facteur. Le plus l'économie opère à un niveau plus bas d'apport, le plus on aura des effets visibles sur l'économie. La récession est terminée apparemment. Dans les 2 derniers mois, le Canada a ajouté de retour 40 des emplois perdus. Mais la relance économique ne veut pas dire qu'on n'ait plus de douleur économique. Les affaires qui auraient pu survivre les 6 derniers mois pourrait ne pas survivre pendant les 6 mois prochains avec un flux de trésorerie tellement réduit. N'importe la réduction que nous voyons, quelques-unes des affaires qui sont déjà finies ou vont terminer pendant les prochains mois pourront mener à une perte permanente d'apports et d'emplois économiques. L'incertitude continue aussi à être élevée à cause de différents facteurs nationaux et internationaux, entre autres, la perspective pour les États-Unis, où les cas de coronavirus sont en train d'augmenter dans des États très grands comme l'Arizona, la Floride, le Texas, la Californie. De nouveaux cas sont à un taux d'apparition de 60 000 par jour, si on le compare aux 110 000 cas en total que le Canada a eu jusqu'à présent. Ceci pose un risque qu'on fasse une importation de cas du virus, mais cela affecte aussi la perspective économique si on a des fermetures supplémentaires en ce qui concerne notre partenaire commercial le plus grand. Le Canada, aussi en ce qui concerne la frontière, a dépendu pendant longtemps de l'immigration comme outil pour aborder les besoins de travail qualifié. Et le Canada a vu un déclin énorme de nouveaux arrivants. Les admissions de résidents permanents entre mars et mai, par exemple, ne sont qu'un tiers de ce qu'on a eu l'année dernière. Notre économie pourrait rouvrir bientôt, mais le gouvernement va faire plus attention avec la frontière et mettra peut-être à risque les besoins de travail qualifié qu'ont quelques affaires. Et nous avons plusieurs enjeux qui étaient déjà là avant la pandémie et sont encore importants. Une faible croissance de productivité, des inquiétudes par rapport à une compétitivité importante, le changement climatique et comment le Canada va naviguer une transition vers une économie à faible émission de carbone, l'impact de l'IA, l'automatisation des emplois, pour ne mentionner que quelques exemples. Et malgré tout ce pessimisme et malgré la tâche énorme que les gouvernements ont pour essayer de trouver façon de soutenir la relance, nous pourrions être dans la meilleure position jusqu'à maintenant pour aborder toutes ces inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous nous posons tous cette même question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment nous en sortir? Comment établir notre avenir? Et peut-être là, je vais passer le micro à Linda Nazaret qui va peut-être réactiver son audio. Merci beaucoup, Francis. Vous savez, quoi qu'il s'agisse d'un temps de crise, je pense que c'est des temps emballants. Nous sommes en train de briser le modèle. Je ne sais pas que cela aurait été fait de la même façon que si on n'avait pas eu la pandémie. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, je me demande. On avait déjà des tendances avant le début de la pandémie. On ne va pas s'échapper de cela. On va ajouter des couches. Le côté démographique était déjà en train de changer. On avait beaucoup de retraites qui s'approchaient et on ne savait pas comment tout intégrer. Je suis sûre qu'on aura des questions supplémentaires. On a la stabilité qui a beaucoup de problèmes si les gens restent dans la population active pendant plus longtemps. Et nous avons des choses que nous devons comprendre davantage. Nous sommes en train de voir une automatisation qui va conquérir toutes les industries et de toute façon, cela allait affecter des emplois. Peut-être 20-30% des emplois vont être des choses que les machines peuvent faire. Et maintenant, avec cette nouvelle économie, et quand on a un environnement de récession, est-ce qu'on aura davantage d'automatisation ou moins?
Je pense qu'il s'agit en fait du même processus, mais la vitesse est différente. Fait est que les entreprises qui ont des problèmes vont devoir prendre des décisions très difficiles par rapport aux emplois. Il faut voir où se trouve le cycle d'affaires, par exemple. Mais je pense, encore une fois, qu'il s'agit de quelque chose de très intéressant et c'est peut-être un temps qui va nous donner des avantages. Nous sommes dans un très bon état ici et nous pouvons, par exemple, repréparer, reformer les personnes pour leurs emplois. Beaucoup d'entreprises avaient déjà des plans à large échelle. Et qui devrait payer pour tout cela? Le secteur privé? Est-ce que cela devrait être une responsabilité individuelle? Est-ce que le gouvernement devrait payer? Est-ce qu'on devrait avoir davantage de partenariats? Que faire pour ceux qui ne peuvent pas participer? Devons-nous parler de quelque chose de similaire à la PCU, par exemple, pour donner du soutien? Et quel serait le coût social de cela? Et à long terme, quel genre de société voulons-nous avoir? Que faire maintenant pour y arriver? C'est-à-dire, nous avons beaucoup de défis en ce moment, mais moi, j'ai de l'espoir parce que c'est un moment où nous sommes en train de faire démarrer une conversation très importante. Et maintenant, Trevin, je te prie. Merci, Francis. Ma perspective est que nous sommes arrivés à une nouvelle phase de l'impact de la COVID sur l'économie. Et quand on parle de la relance, il existe des facteurs que nous n'avons pas encore pris en considération. On se concentrait à des choses comme le soutien pour les affaires, pour maintenir la connexion entre employeurs et employés, bien évidemment quelques-uns des programmes comme la PCU. Maintenant qu'on est arrivé déjà à une deuxième phase de la relance, où plusieurs provinces sont arrivées à la deuxième ou troisième phase de la relance, nous sommes dans le processus de transition où nous nous éloignons des subventions et nous nous dirigeons vers des politiques. Par exemple, l'annonce de vendredi où l'on va augmenter la subvention salariale, par exemple. On ne veut pas créer de distorsion dans le marché. Mais je pense que quand même, il existe des enjeux amples avec lesquels nous devons avoir à faire en ce qui concerne notre économie parce que la solution n'est qu'une seule, c'est la croissance économique. Donc, je suis d'accord avec Linda, c'est-à-dire quelques-unes de nos priorités doivent être de retourner au travail et je pense que ce qui est important est qu'il faut augmenter les programmes de formation, pas forcément des programmes d'introduction à de différents sujets, mais je pense plutôt euh, il faut faire les chaînes d'approvisionnement démarrer. On a eu des problèmes où tellement de personnes ont perdu leurs emplois, plus que jamais dans l'histoire du Canada. Mais nous ne nous sommes pas concentrés à l'impact sur la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe dans les affaires après toute cette fermeture? Tous les services de base sont tellement affectés. On a des problèmes pour continuer avec la fonction des affaires et avec l'approvisionnement pour les clients. Il faut tout à fait activer, par exemple, côté chaîne d'approvisionnement. Et tout cela pour retourner à l'activité économique normale. On a parlé des aspects de compétitivité auparavant, l'infrastructure, etc. Mais tout cela deviendra encore plus important. Tout cela se verra accéléré par la pandémie. Deuxièmement, que faire avec la dette et les déficits? J'ai mentionné plusieurs programmes de soutien qui sont en place. Nous avons vu le prix des choses pendant les dernières semaines. Un déficit de 350 milliards de dollars, une dette énorme au niveau national, probablement de 3 billions de dollars. Et donc, bien évidemment, nous devons trouver la façon de
marcher dans ses limites fiscales en maintenant un système fiscal compétitif qui puisse aider les affaires et nous permettre d'avoir une croissance économique, non seulement au Canada, mais dans tous les pays où nous avons du commerce. Nous devrons naviguer la fragmentation mondiale. On voit un renversement de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, ce qui va créer des problèmes pour le commerce du Canada. Le commerce international va changer à mesure que la pandémie perturbe l'économie mondiale. Nous le voyons déjà. On voit déjà le nearshoring, le onshoring et on a des politiques de protectionnisme qui augmentent et les pays regardent vers l'intérieur pour résoudre les problèmes de la pandémie et on va ralentir tout le reste. Et au Canada, un pays où nous nous fondons de façon très forte au commerce international, à l'immigration, aux étudiants internationaux, tout cela aura un impact important. C'est certain que ce webinaire en soi concernant la pandémie a changé notre façon de vivre, notre façon d'utiliser la technologie. Bien évidemment, cela va affecter les préférences des consommateurs. Les Canadiens se voient forcés à travailler à domicile, à faire le magasinage en ligne. Et donc, on a une augmentation dans l'économie numérique. Il faut, par exemple, donc développer les réseaux numériques, il faut améliorer le côté électronique des choses. Il nous faut un secteur de ressources très important et cela sera très important pour les affaires de ressources dans le Canada. Les prix du pétrole ont eu une baisse au début de la crise, un déclin dans la demande d'autres ressources comme les métaux, les produits de base. Et à mesure que nous regardons de l'avant, le Canada peut obtenir une part de marché en devenant un pays plus novateur et peut fournir aussi des revenus pour propulser les technologies, par exemple. Mais nous devons voir ce qui va se passer en allant de l'avant pour ce faire et pour assurer que notre secteur de ressources reste résilient. À la Chambre de commerce du Canada, j'ai entendu que les petites et moyennes affaires sont au front du côté économique de la crise. Des urgences comme la pandémie, les désastres naturels, tout cela pose des défis et on aura besoin de soutien ciblé pour les petites et moyennes entreprises pour pouvoir survivre, des ressources pour les aider à maintenir leurs opérations, à s'adapter à une nouvelle économie et quelque chose de quoi on ne parle pas fréquemment quand on parle d'une relance économique, mais c'est très important, c'est de renforcer la perspective économique. Les services de santé vont devenir quelque chose de plus compétitif et les gouvernements vont devoir penser à l'agilité par laquelle ils doivent réagir à des décisions côté santé qu'ils devront prendre. Nous allons voir une nouvelle perspective par rapport à l'importance des vaccins, des essais cliniques qui devraient avoir lieu à l'intérieur du Canada pour éviter des problèmes dans l'avenir. Et je pense aussi que nous devrons repenser au rôle et priorités du gouvernement. Les besoins, les outils que nous utilisons pour répondre aux besoins de la population devront changer et certainement, il faut regarder le rôle du gouvernement dans la société, mais aussi comment être novateur au sein du gouvernement pour que le gouvernement soit plus agile, plus flexible, puisse utiliser de nouvelles technologies en allant de l'avant. Tout cela sera très important. Donc, je devrais peut-être arrêter là, Francis, et nous passons à la prochaine partie. J'adore cette idée de l'infrastructure des soins de santé comme avantage compétitif. Merci à vous deux pour vos commentaires tellement importants. Et avant de passer à la discussion plus ample, on pourrait commencer avec la première question du sondage. Peut-être on pourrait montrer cela. Donc, au cours de l'année à venir, quels sont les plus grands défis que les entreprises auront à relever? Vous pouvez voir la liste d'options devant vous. On va vous donner une minute pour répondre. Pendant ce temps-là,
tandis que nos membres pensent aux choses. Je voudrais que nos deux experts parlent de cela. Trevin, tu as mentionné des vulnérabilités uniques par rapport aux petites et moyennes entreprises. Que penses-tu par rapport à ces entreprises et leurs perspectives dans ce sens-là? Je pense qu'on a une ou deux réponses dépendant du secteur. On a des secteurs qui sont le plus affectés, par exemple les secteurs des services, du tourisme, la vente au détail, l'hébergement sans doute, et cela sera sans doute une inquiétude en allant de l'avant. Mais je pense aussi qu'une inquiétude plus ample qui affecte tous les secteurs est l'incertitude. Surtout pour les petites et moyennes entreprises, c'est difficile de planifier, c'est difficile de comprendre comment l'on pourra retourner au travail si on a de l'incertitude par rapport aux soutiens qui seront en place, par rapport à si on est admissible. Et une question encore plus ample, est-ce qu'on aura une deuxième vague? Quand est-ce qu'on va créer le vaccin? Donc, vous voyez, Linda, est-ce que tu voudrais dire ce que tu penses? Je suis sûre que je suis d'accord. L'incertitude est le plus grand euh, défi. Parfois, on se trompe, mais généralement, nous avons de bons paramètres avec lesquels nous pouvons jouer. Cette fois-ci, nous n'avons pas de clarté du tout. Nous ne savons pas quand on ne sait pas quand les choses vont s'ouvrir, quand on aura des vols. C'est très difficile de penser à de différents scénarios, mais je pense qu'à plus long terme, il faut comprendre qu'on n'aura pas plus la même économie. Beaucoup de personnes ne vont plus retourner au bureau. Il faut changer la forme des bureaux, même au-delà de la pandémie. Les gens ne vont plus opérer de la même façon. On a d'autres modèles d'affaires qui fonctionnent et les entreprises vont changer leur technologie ou pensent à cela au moins en ce moment. Donc, il faut s'asseoir au moins et dire, bon, comment survivre cette phase? Comment opérer quand on aura terminé cette phase? Donc, on aura une transition. Peut-être on peut fermer le sondage et nous verrons quels ont été les résultats. L'incertitude, ça ne me surprend pas du tout. C'est là où les choses démarrent quand on pense à quelle est la direction que je vais prendre dans l'année suivante, bon, quand est-ce qu'on aura une relance complète? Quand est-ce que la frontière va s'ouvrir? On a tellement de politiques qui ne sont pas encore solidifiées et nous devons démarrer ici. Ça ne me surprend pas. Passons à la première question que j'ai pour Linda. Étant donné la pandémie, tu as beaucoup parlé des compétences, et de ton expérience quand on parle des emplois de l'avenir. Selon le développement qu'a eu la pandémie et son impact, comment est-ce que ta perspective a changé du point de vue des compétences, du point de vue plus ample? À long terme, cela n'a pas changé. En ce moment, on peut parler qu'il s'agit d'étudiants, de travailleurs à temps partiel, mais si les choses ne changent pas rapidement, là, on aura beaucoup plus de congédiements et des réalités beaucoup plus difficiles qui vont intensifier le débat par rapport aux compétences dont nous avons besoin à long terme. Je n'ai pas encore vu beaucoup de données. Par exemple, on parle des travailleurs qui travaillent en épicerie qui sont nos héros. Mais est-ce que l'on va peut-être apporter des robots au lieu de donner de la valeur à ces héros? Beaucoup d'employés seront mis à la porte. Donc, la pandémie va probablement nous pousser vers l'automatisation beaucoup plus rapidement. Étant donné ce qui s'est passé, peut-être on a perdu un peu de visibilité en ce qui concerne la vitesse de la technologie parce qu'on est tous en train de se concentrer à la survie par rapport à la pandémie. Et c'est certain que cette pandémie pourrait être vraiment le déclencheur. Et dans un article d'opinion, tu as écrit concernant le perfectionnement des compétences et leur révolution. Euh, à l'époque, personne ne voulait appliquer tout cela. Mais
Tu as demandé, est-ce que la pandémie veut dire qu'on va retarder toutes ces choses-là ou on devrait accélérer les choses? Et je te demande, est-ce que la révolution devrait accélérer les choses ou pas? Évidemment, c'est accéléré. Il existe des pays qui l'ont bien fait. La Suède, par exemple, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin davantage de travailleurs à l'hôpital, aux hôpitaux plutôt, et ils ont reformé des travailleurs dans le monde des hôpitaux. Ils ont développé aussi un autre programme où ils ont pris des travailleurs des lignes aériennes pour aider les enseignants dans les écoles qui devenaient malades. On a besoin de tout cela au Canada aussi. Trevin, prochaine question pour toi. Le long des années, nous avons entendu beaucoup du côté de la numérisation nécessaire pour les affaires. So we've had to adopt new On a technologies. dû adopter de nouvelles technologies pour nous communiquer, pour faire des affaires, pour le travail à domicile. Comment penses-tu que la pandémie a changé notre conversation concernant l'économie numérique et qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour continuer à faciliter cet enjeu? Moi, je suis un économiste, mais je suis un étudiant d'histoire de l'économie. C'est sur cela que j'ai écrit ma thèse. La Grande Dépression. Je pense qu'on a des périodes pendant l'histoire où tout change pour l'économie. La Grande Dépression, nous avons vu le renversement des choses. On est passé de l'agriculture à l'industrie, par exemple. Et je pense qu'on passe par quelque chose de similaire en ce moment quand il s'agit de l'innovation numérique, par exemple. Je pense que c'est certain que quelques affaires se sont rendues compte de la valeur que tout cela a. Et cela change aussi peut-être la conversation, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous éloigner de secteurs de l'économie ancienne. Nous devons plutôt numériser tous les secteurs de l'économie et voir quelles sont les occasions. La technologie n'est pas un secteur, c'est quelque chose d'horizontal qui passe par le tout. Et je pense que cela sera important quand on parlera des priorités en allant de l'avant. Il ne s'agit pas de chercher des perdants, mais de voir qu'est-ce qui va se passer au sein d'un nouveau secteur où nous nous dirigeons ailleurs tous ensemble. Il faut aussi assurer qu'on n'ait pas d'affaires ou de secteurs ou de régions dans le pays qui soient en retard quand d'autres vont avancer. Par exemple, des choses comme l'accélération de l'ampleur de bande dans tout le pays. Cela est essentiel, par exemple, et c'est certain qu'il faut voir comment encourager la commercialisation au sein de secteurs qui, peut-être historiquement, n'ont pas adopté la technologie à la même vitesse que d'autres. Tout cela sera très important en allant de l'avant pour notre économie. Absolument. Alors, Linda, je pense que peut-être je vais te poser, toi, la question et après à Trevin. On a parlé de cela brièvement, mais on a à peu près 350 milliards de dollars comme déficit fiscal qu'on ne doit pas négliger. On a déjà des questions là-dessus. Alors, numéro un, est-ce que le déficit fiscal doit être pris en considération quand on pense aux mesures de relance? Et une autre question, je vais la combiner. Comment est-ce que les gouvernements peuvent réduire les niveaux de dette sans affecter la compétitivité de l'avenir? Oui, ce qui est bon ici, c'est qu'on a des taux d'intérêt bas, ce qui est très important. Cela va nous aider du côté de la dette. Cela nous a aidés pendant la dernière décennie quand on a eu des dettes. Et après la guerre, on a eu des dettes élevées à payer et la croissance a fait une partie de cela. Je pense que cela serait formidable. Je pense qu'on va se rétablir. On aura une période de récession, mais on va pouvoir se rétablir et on reviendra à la croissance qui va aider. Du point de vue de sacrifier la
compétitivité, je ne pense pas qu'on soit en train de faire suffisamment de choses. Il y a beaucoup de bureaucratie, par exemple, qu'on a eu au passé qu'on aurait pu effacer et qu'on devrait encore effacer. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissements dans la technologie et qu'on pourrait utiliser dans le gouvernement. So I don't know that Et it's donc, all it's partly money je ne driven, pense but pas it's que tout soit propulsé par l'argent, mais je pense plutôt qu'il s'agit d'un état d'esprit qu'on devrait peut-être changer au Canada quand on s'en sortira de tout cela. Trevin, que penses-tu? Ça sera un défi pour le Canada et pour tous les pays. Donc, je suis d'accord que retourner à la croissance sera sans doute clé pour tout faire. Nous avons de différentes façons pour nous débarrasser de la dette. Et en ce qui concerne les taux d'intérêt, je me demande si l'inflation va jamais retourner. Ça, c'est une question très importante. Nous avons de la trésorerie pas chère, beaucoup de dépenses du gouvernement. On a des prévisions. On va retourner à une croissance de 5 en 2021, ce qui n'est pas similaire à ce qu'on avait avant la crise. Mais la trésorerie pas cher et beaucoup de dépenses du gouvernement ne va pas produire d'inflation. Et si nous aurons une inflation à long terme, alors la Banque du Canada aura un problème à décider par rapport à si augmenter les taux d'intérêt pour les individuels ou pour les affaires ou maintenir les intérêts bas en allant de l'avant. Tout cela est vraiment l'argument monétaire duquel nous devons parler tout le temps maintenant. Mais vous savez que je pense que ça serait intelligent d'apprendre de l'histoire fin des 70, début des 80, on a eu des problèmes similaires. Je pense que les choses pourraient se répéter et je pense donc qu'il faut se concentrer à la croissance, aux mesures de compétitivité et tout cela va nous aider à nous en sortir de ce problème. Je veux poser une ou deux questions supplémentaires avant de passer aux questions et réponses ouvertes pour avoir suffisamment de sujets que nous pourrions ouvrir pour nos membres. Trevin, tu as beaucoup parlé de l'enjeu de la chaîne d'approvisionnement, l'infrastructure commerciale, etc. Je pense que cela a été un cadre très bon pour les choses parce que c'est un peu plus clair par rapport à comment nous sommes en train de parler de l'infrastructure. En ce moment, nous parlons de beaucoup de choses qui ont à voir avec l'investissement sur l'infrastructure parce que cela peut te permettre une croissance. Mais il s'agit surtout de parler, d'utiliser comme levier cet outil afin de soutenir le changement vers une économie à faible émission de carbone. Est-ce qu'il faut se concentrer là pour développer l'infrastructure? Peut-être, Trevin, tu pourrais commencer et Linda après toi. Je pense que ce que le 2008 nous a enseigné, entre autres, c'est qu'il faut avoir des projets qui sont déjà prêts. Et en fait, c'est très difficile de le faire. Trouver un projet qui va passer par le processus de réglementation est quelque chose de plus difficile et c'est un fardeau énorme au Canada, le processus de réglementation. Il faut le prendre en considération. Mais il existe des aspects qui peuvent vraiment aider la croissance économique, par exemple, le commerce qui peut permettre, l'infrastructure qui peut permettre le commerce. Par exemple, les transports en commun, prendre en considération la confiance des consommateurs dans le transport en commun, par exemple. Donc, l'infrastructure est une seule partie d'un débat plus ample. L'infrastructure n'est pas suffisante. Il faut parler d'autres aspects de l'économie, mais oui, c'est un outil que nous pourrions prendre en considération en allant de l'avant. Linda, que penses-tu? can you rephrase the question, Francis? I want to make sure. Pourrais-tu me répéter la question? Je vais être sûre que je te comprends bien. Oui, quand on parle d'infrastructure, typiquement, il s'agit d'un outil que les gouvernements peuvent utiliser pour pousser les relances économiques.
Mais où est-ce que ces dollars devraient aller? C'est une conversation qui veut aider la transition à passer vers une économie à faible émission de carbone. Alors, est-ce que c'est là que le gouvernement devrait se concentrer pour le changement économique? Très bonne question. Même l'idée de dépenser sur l'infrastructure est une bonne question. Il s'agit d'une dépense différente, qu'il ne s'agit pas des dépenses concernant la technologie élevée. Par exemple, les transports en commun. Est-ce qu'on aura besoin des mêmes transports en commun qu'avant la pandémie? Est-ce que le travail à domicile devra être dans les villes? Peut-être on ne devrait même pas arriver aux villes. Je pense qu'il ne faut pas accélérer les décisions, il faut tout repenser. Oui, alors vous savez quoi? Je pense que c'est une très bonne transition parce que beaucoup de nos membres sont en train de poser des questions concernant le travail à domicile. Donc peut-être je vais arrêter là et on va peut-être passer à répondre les questions des membres. Mais là, je vais demander peut-être de regarder l'autre, le deuxième sondage. Donc, à long terme, quelle devrait être la priorité du gouvernement pour favoriser la relance économique? Donc, vous pouvez voir les options encore une fois sur votre écran et je vais peut-être demander, Trevin, puisque Linda va répondre à la première question, je vais te demander quelle devrait être la priorité du gouvernement? Je pense qu'il faut tout d'abord faire que les Canadiens retournent au travail. Bien évidemment, pour les Canadiens, au niveau individuel, c'est quelque chose d'énorme, mais aussi du point de vue de la demande, du point de vue de faire que l'économie bouge à toute vitesse, je pense que cela est extrêmement important. Linda, je pense que tout est à long terme, tout est important, reformer les gens, l'économie à faible émission de carbone. Mais pour bouger davantage, ou plutôt plus rapidement, il faut donner davantage de soutien aux affaires et les aider à devenir plus numériques et plus axés sur la technologie. Absolument. On pourrait peut-être fermer le sondage et voir quels en ont été les résultats. L'actualisation des compétences. Many of our members are in the tax area, so perhaps not that. Oh, sorry, it is reskilling. Sorry, I read that wrong. Ah, Reskilling. j'avais mal lu, je pensais que c'était la modernisation du système fiscal, mais non, il s'agit de l'actualisation des compétences et la revue des mesures de soutien du revenu. C'est clair que l'on se concentre ici beaucoup. Linda, peut-être, réponds à la première question, Linda. Il existe beaucoup de questions intéressantes ici, mais là, je vais poser la première question. Est-ce que tu prévois une grande adoption de politiques concernant le travail à domicile et quels en seraient les impacts? Je pense que les impacts sont énormes, mais que penses-tu? Je vais dire, oui, là, il ne s'agit pas de ce que je sens, mais de ce qui est moins cher. S'il ne faut pas payer de loisirs dans les grandes villes, on a un grand avantage. On commençait déjà à le voir avant la pandémie. Il existait des régions qui étaient avancées, qui essayaient d'utiliser des jeunes pour, par exemple, payer des jeunes qui ne sont pas en Californie, qui vont les aider à faire le travail là-bas. Il existe beaucoup de choses que nous ne comprenons pas côté répercussions. Le travail est un soutien social énorme pour beaucoup de personnes. On doit changer beaucoup de choses si on va travailler à domicile à cause de cela. On ne veut pas se diplômer de l'université et retourner chez les parents pour travailler. C'est quelque chose qui isole beaucoup, par exemple. Il faut penser à ces choses-là. Le côté des immobiliers commerciaux, par exemple, c'est énorme. Ça n'a pas de sens économique forcément d'avoir tout le monde dans une salle, une même salle à faire la même chose. Auparavant, il fallait être dans l'usine, dans le bureau pour avoir l'ordinateur ou la machine à écrire. Mais maintenant, on peut le faire sur l'iPhone et il faut l'accepter.
Quelque chose qui m'épate toujours est la quantité de conversations concernant la politique économique qui sont autour du sujet de l'urbanisation, les populations qui augmentent dans les zones urbaines. Est-ce qu'on va, par exemple, avoir besoin de la même infrastructure par rapport au transport en commun, les prix des immobiliers au centre-ville, tout cela va changer si les gens ne doivent plus travailler dans ce genre de centre où tout cela devient le ground zero pour les travailleurs qualifiés. Alors, Trevin, une question de suivi de nos membres. Une fois que les affaires se rendront compte que le travail à domicile sont possibles, on pourra recruter des gens de n'importe où sans faire de l'immigration. Quel en sera l'impact pour les travailleurs canadiens? Ceci est une question très importante en allant de l'avant. On aura aussi des restrictions pour les travailleurs à l'étranger qui travaillent à domicile aussi. Donc, en ce qui concerne le travail à distance, il faut prendre en considération plusieurs points. Tous les secteurs peuvent ne pas avoir tout le monde à travailler à domicile. Il existe des secteurs dans l'économie qui exigent une présence physique, on le voit déjà. Euh, Par exemple, et c'est quelques-uns des secteurs qui se voient le plus affectés en ce moment. Les restaurants, par exemple, les hôtels, ils doivent avoir une présence physique. Les gens doivent aller aux installations pour que les choses fonctionnent. Quand on parle de tourisme, quand on parle de transport en commun, en grande mesure, quand on parle de construction, cela pourrait être automatisé quand même, mais tous ces secteurs sont une grande partie de notre économie. Donc, moi, évidemment, je suis dans le secteur des services et je comprends qu'on a des membres qui sont dans le monde de la comptabilité, mais beaucoup de travailleurs n'auront pas forcément l'option de travailler à domicile. Donc, cela crée presque un peu de distinction entre de différents groupes qui pourra avoir accès à des travailleurs à l'étranger et qui non. Mais les régulations sont mises en place, on a la fragmentation mondiale et on a potentiellement des mesures de protection supplémentaires et cela pourrait affecter aussi le travail à domicile. Oui, je pense que c'est un point essentiel. Tout ce dont nous parlons est maintenant dans le contexte mondial de plus en plus de fragmentation. Et je veux maintenant sauter de retour à la notion de soutien pour le revenu, parce que Trevor a parlé de qui se voit affecté. J'ai parlé de 3 millions d'emplois à salaire bas qui se voient affectés. Il existe une division dans le marché du travail entre les travaux qui exigent une présence physique et ceux qui ne l'exigent pas, comme des gens comme moi-même, par exemple. Donc, une question très ample, mais un membre l'a posée, donc je vais vous la poser. Linda, commençons avec toi peut-être. Que penses-tu d'un revenu de base universel? Auparavant, j'étais tout à fait... Je me suis dit, ça ne peut pas... si on donne de l'argent à tout le monde tous les mois, il faut abandonner d'autres choses. On l'a fait pendant quelques mois avec la PCU. Je sais qu'on a des gens qui veulent continuer avec ça. Je pense qu'on doit avoir une conversation là-dessus. Est-ce qu'on peut le faire toujours? Je ne sais pas. Mais cela nous montre que nous avons beaucoup de personnes qui sont en meilleure situation avec le soutien aux revenus. Alors peut-être moins d'emplois et davantage de soutien dans l'avenir. Les gens le voudront de plus en plus. Je ne pense pas qu'on puisse l'avoir au niveau que nous avons maintenant, mais peut-être on pourrait dire qu'on pourrait avoir un certain niveau de soutien aux revenus, peut-être 500 dollars par mois, par exemple. Peut-être pas pour ceux qui ont des revenus élevés. Peut-être des choses qui sont soutenues, mais sont taxées en même temps, parce qu'il faut de la stabilité. L'instabilité sera sans doute l'enjeu auquel nous devrons faire face. Quelque chose qui m'inquiète, c'est comment nous parlons de ce revenu de base universel. Alors, nous avons mis en œuvre la PCU comme si c'était du soutenu de revenu universel, mais cela ne l'est pas. Il faut qu'on ait de l'argent sans condition
En fait, Trevin, que penses-tu? Tu as parlé de la PCU comme étant un soutien d'urgence qui devrait passer à des politiques de transition, comme la subvention salariale. Donc, pourrais-tu parler davantage sur ce que tu penses de ces politiques en général? En théorie, la PCU n'aurait pas dû être nécessaire si le système d'assurance emploi était en train de fonctionner de façon adéquate. Donc, je pense que dans cette phase intermédiaire de relance, nous devons voir que faire, avoir la subvention salariale et en même temps voir comment nous éloigner de la PCU et faire que les Canadiens reviennent au travail. Mais pas tous les Canadiens auront un travail auquel ils vont pouvoir retourner. Il faut faire une réforme à l'assurance emploi. Quand on a des Canadiens qui n'ont pas forcément des soutiens ou n'ont pas d'emploi, ils doivent avoir accès à des programmes de formation qui pourraient les aider à retourner à la population active. Très important. Vous savez, je vous demande pardon, je saute un peu partout, mais on a tellement de sections à ces questions que c'est très intéressant. Je vais passer à une autre question d'un membre. Et Linda, peut-être je vais commencer avec toi. Je pense que ceci est très pointé comme question, mais ça nous donne une grande occasion d'en parler. J'ai mentionné la notion de la cicatrisation, disons, économique, les impacts sur l'économie, les affaires qui pourraient tomber, les emplois qui pourraient ne jamais retourner. Étant donné les faillites et toute la détresse économique, comment est-ce que les emplois et les installations ou affaires peuvent être sauvés? Est-ce que le gouvernement devrait établir des salles de guerre pour parler de l'emploi au Canada? Qu'en penses-tu? Je ne pense pas qu'on peut sauver des emplois. Je pense qu'on peut sauver du travail. La sécurité au travail dans une entreprise était déjà partie auparavant. Il va s'agir d'affectation, être une partie d'une équipe pour un certain projet, faire quelque chose d'autre pendant un certain temps. Il s'agit aussi même des travailleurs à salaire élevé, mais on le voit de plus en plus dans le secteur des services. Il faut l'accepter. En ce qui concerne comment faire que les gens reviennent au travail et épargner une partie de cela, c'est difficile. Il faut être préparé à dépenser davantage d'argent, sauver les affaires qu'on peut sauver, mais nous rendre compte qu'on aura de nouvelles affaires aussi. Ça sera très difficile parce que quand je regarde, par exemple, les magasins, les grands magasins, ils vont disparaître, j'en suis sûre, après la pandémie, et quelques restaurants aussi. Mais en même temps, on a d'autres modèles de restaurants qui arrivent. Nous voyons un modèle où on n'a que des cuisines, par exemple, et on utilise une partie des grands magasins comme cuisine, par exemple. On verra ce qui va se passer. Oui, je suis d'accord. Donc, une question de suivi, parce que beaucoup de gens ont posé des questions générales concernant les formations, les reformations. Trevin, je vais te demander, en fait, Linda, peut-être je vais te demander de me dire ce que tu en penses, parce que tu as parlé de comment financer les compétences et les reformations. On a un peu de temps maintenant avec ces comptes de reformation du gouvernement. Est-ce que l'un d'entre vous avait une perspective par rapport à ce modèle de financement partagé entre le gouvernement et les personnes individuelles? Trevin, que penses-tu? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour préparer les gens pour le marché de travail de l'avenir? Et quel type de financement fonctionne? Je pense que nous avons besoin de solutions communautaires. On a de différentes compétences qui sont nécessaires pour de différentes communautés. Donc, dans la Chambre de commerce du Canada, nous voulons des collaborations
communautaire en utilisant de petites chambres de commerce pour ce faire, voir quelles sont les compétences dont on a besoin dans de différentes communautés pour créer des pipelines de talents au sein d'écoles postsecondaires, par exemple. Et c'est certain que cela serait un incitatif pour les employeurs de le faire et de faire les choses à la mesure de ce dont ils ont besoin. Et cela crée aussi un système adaptatif où les compétences changent si rapidement. Je pense que c'est la façon dans laquelle les choses vont se passer dans l'avenir. Dans de différents États des États-Unis, on le fait, il faut l'apporter au Canada. On parle de tellement de choses, par exemple, le travail précaire que Linda a mentionné, les choses anciennes deviennent nouvelles. Les coop, par exemple, pour assurer les besoins d'assurance, les soutiens de revenus pour les travailleurs précaires, par exemple. Cela était commun dans les années 70-80. Que penses-tu, Linda, par rapport à comment le gouvernement devrait aider à se préparer pour les besoins du marché de l'avenir? L'éducation, les institutions pédagogiques doivent être une part de cela. Il faut faire davantage là-dedans. Et je suis d'accord par rapport aux communautés, c'est extrêmement important. Mais en même temps, on travaille du fait que le travail n'est pas fondé sur la communauté en ce moment. Donc, la conversation est très différente, très différente. Au passé, on avait des compétences, on avait une usine et puis on utilisait ces compétences. On pourrait avoir des gens les Canadiens sont préoccupés, disons, d'avoir quelqu'un dans un pays différent qui pourrait prendre un emploi qui était auparavant pour les Canadiens, mais les Canadiens pourraient travailler pour une entreprise américaine, européenne ou asiatique. Donc, ce n'est pas forcément seulement les communautés. C'est quelque chose de beaucoup plus ample dont on a besoin comme conversation. Dernière question. Je réserve les 5 dernières minutes pour cela. Je vais commencer avec toi, Trevin, et après toi, Linda. Est-ce que le système fiscal a un rôle à jouer dans cette relance? Beaucoup de membres posent cette question. Dans la Chambre de commerce du Canada, dans CPA Canada, on a demandé au gouvernement de faire un examen fiscal. Est-ce qu'on est arrivé à un moment pour faire un examen fiscal ou est-ce qu'on pourrait peut-être retarder cet examen plus tard? Je pense qu'un examen complet va prendre du temps. On ne peut pas le considérer la solution avant la fin de cette année parce qu'on ne peut pas préparer un examen de ce genre. Ce que je pense qui est important, c'est qu'à long terme, ceci sera un aspect essentiel. Notre système fiscal n'est pas forcément compétitif si on se compare à d'autres pays. Nous sommes dans une situation où on n'a pas fait un examen fiscal en 50 ans, depuis qu'on est arrivé à la Lune, en fait. Et donc, cela sera essentiel dans l'avenir. Je pense que nous devons tenir en tête, et CPA Canada a fait un très beau rapport là-dessus l'année dernière, c'est qu'il y a de différentes façons de faire des examens fiscaux. On a de différents modèles en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni. Ce n'est pas forcément le gouvernement qui doit être à la charge de cela. Le gouvernement peut mettre en œuvre les solutions, mais elles peuvent être préparées par une autre entité. Moi, j'attends avec impatience d'avoir une annonce de la part de la Chambre de commerce du Canada plus tard cette semaine en ce qui concerne cela. La Nouvelle-Zélande a fait quelque chose de similaire. Le gouvernement travaille à cela en ce moment et on a des recommandations intéressantes. Lita, que penses-tu? C'est évidemment que nous adorons ce que tu penses concernant un examen inclusif fiscal, mais que penses-tu pour les affaires? Qu'est-ce qui serait bon? C'est très difficile à répondre parce que nous arrivons à un environnement où les gens doivent payer davantage de taxes pour tout payer et réduire les taxes pour survivre. Donc, nous arrivons à un enjeu fiscal problématique et nous devrons en parler. Quels seront les transferts fédéraux après cela? On ne peut pas établir des politiques facilement en ce temps-ci.
On peut faire un examen fiscal, oui, pas forcément cette année, mais pendant les années suivantes, parce que notre économie sera très différente du point de vue de notre travail, des affaires qui opèrent. Je pense que beaucoup de politiques fiscales que nous avons ont été établies lors d'une économie qui n'existe plus, ni maintenant, ni même avant la pandémie. Bon, nous n'avons que 2 minutes qui nous restent, donc peut-être je vais terminer là, tout simplement pour respecter le temps de tout le monde. Tout d'abord, je voudrais tout simplement remercier très chaleureusement nos 2 experts pour avoir fourni des commentaires fantastiques et pour avoir répondu, si bien à toutes ces bonnes questions, qui ont fait toute une gamme, d'enjeux. Je vous remercie, Trevor et Linda, pour votre participation d'aujourd'hui. Pour nos membres et pour nos participants, nous aurions beaucoup aimé, d'arriver à la plus grande quantité de questions, mais dû à la grande quantité de participants, je vous demande de bien comprendre qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions lors de cette session. Mais en même temps, peut-être notre animatrice pourrait retourner à nos diapos. Je veux vous rappeler que cette conversation va continuer dans notre plateforme d'engagement numérique. Vous pouvez vous inscrire là. On a des questions, on a un forum pour afficher des idées et on a un lien pour cela. Vous trouverez que quelqu'un a écrit, si vous défilez dans la boîte à questions, vous avez un lien où vous pouvez contribuer vos idées. Nous valorisons beaucoup cette conversation avec vous. Nous voulons continuer avec cela. Je remercie encore une fois nos experts, je remercie tous les participants. Bonne journée et on se verra au prochain webinaire. Merci beaucoup.